Aurélie Armatario, sociologue à l'Université libre de Bruxelles, pour nous présenter son exposé intitulé « Travail du corps, travail sur soi, genre et subversion dans le roller derby, l'autodéfense féministe et les pratiques drag king ». Oui, bonjour. Alors, je vais commencer par vous remercier aussi pour l'organisation de cette journée, pour l'invitation, d'autant qu'on sait à quel point c'est complexifié par les circonstances actuelles. Donc oui, en effet, moi je suis doctorante en sociologie à l'Université libre de Bruxelles. Je vais vous partager mon PowerPoint pour commencer ma présentation. Hop, voilà. Ça fonctionne? Oui. Parfait. Super. Voilà. Alors, à l'origine de ma recherche, c'est mon expérience personnelle qui m'a amenée à ces questions-là. Donc, j'ai commencé à pratiquer le roller derby il y a, on avait une bonne dizaine d'années, qui est un sport que j'ai découvert d'abord via le réseau féministe. Donc, évidemment, il y avait un lien entre ces deux pratiques. Et pour moi, ça a été une découverte assez importante, qui a radicalement changé les choses, notamment parce que c'était l'occasion de mettre en œuvre une série de principes féministes que j'avais dans ma vie, dans mon militantisme, mais que d'un coup, je pouvais appliquer dans une pratique de loisir et un sport, et où tout prenait une dimension assez différente, où j'ai expérimenté aussi une transformation corporelle et toute l'ouverture d'horizon que ça peut générer. Et la réflexion a été générée aussi par des recherches antérieures que j'avais, notamment sur des observations que j'ai pu faire sur une recherche sur la non-mixité de genre dans certaines pratiques féministes. En effet, j'avais des témoignages, des entretiens de militantes qui expliquaient à quel point, par exemple en manifestation, en non-mixité, elles se découvraient des capacités émotionnelles, physiques, actives qu'elles ne connaissaient pas, comme par exemple de prendre le mégaphone ou de tenir tête à la police, de résister physiquement, donc d'avoir des pratiques qui finalement modifient la façon dont on se perçoit soi par un contexte spécifique. Donc ça m'a interpellée. Je me suis dit qu'il y avait en fait un lien, quelque chose à questionner dans cette façon de travailler le corps d'un contexte militant qui avait une influence sur l'identité, sur la perception de soi. Alors j'ai établi ma thèse pas que sur le roller derby, j'ai voulu travailler sur 3 terrains parce que j'avais évidemment ce rapport très privilégié à ma propre pratique sportive et je voulais avoir un peu de recul aussi par rapport à ça. Et je voulais aussi montrer qu'il y avait des constantes à trouver, qu'il y avait un effet de dispositif qu'on pouvait trouver ailleurs aussi. Et donc j'ai essayé de trouver d'autres pratiques qui s'ancraient aussi dans une base militante, dans une forme, une appréhension spécifique du genre, qui étaient aussi des pratiques de loisirs, mais qui mettent le travail du corps, donc travail sur le corps, mais travail avec le corps, qui sont au cœur de l'activité. Donc voilà les points communs que ces pratiques peuvent avoir. Alors je vais commencer par décrire, quand même pour savoir de quoi on parle. Donc le roller derby, c'est un sport assez alternatif, mais qui devient de plus en plus connu. Donc c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Je vais quand même passer par une définition générale. Donc c'est un sport qui connaît, dans sa version moderne en tout cas, donc celle qui a été établie à partir des années 2000, qui connaît un bagage, une base féministe, une base militante. C'est un sport de contact. Alors, je me suis permis de mettre des photos avec moi-même dessus, de manière pas du tout modeste. Donc, c'est un sport de contact et qui est d'abord exclusivement féminin. Donc, bon, ça, c'est déjà une certaine particularité. Alors, il se joue, comme vous le voyez, avec des patins à roulettes, donc pas des rollers, mais vraiment des patins à roulettes, qu'on appelle quad. Et il se joue sur une piste ovale que vous voyez sur l'image du dessus, qui fait environ 27 mètres sur 17. Et alors moi je traite du flat track roller derby, donc celui qui se joue sur piste plate, qui est le plus répandu dans le monde, bien que souvent dans les fictions à la télé on voit plutôt le bank track, donc celui avec une piste inclinée. Voilà. Alors comment ça se joue? On a plusieurs catégories de joueurs et joueuses. On a d'abord l'attaque qui est représentée par le rôle de jammer, qu'on reconnaît aux étoiles sur son couvre-casque, et la défense qui est représentée par les bloqueurs, qui sont, donc il y a un windjammer à la fois sur le terrain par équipe et 4 bloqueurs par équipe sur le terrain. Et le rôle des jammers va être de tenter de dépasser les bloqueurs adverses
et il ou elle marquera un point par adversaire dépassé. Oui, j'ai une petite vidéo d'un bon match. Enfin, c'est très court, c'est juste pour vous donner une idée de la façon d'engager. Donc, vous repérez les jammers avec une étoile sur le bonnet qui vont tenter de passer. Et donc, c'est un sport de contact. Les coups peuvent se donner principalement avec les hanches et les épaules sur une partie du corps de l'adversaire. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est un sport qui a des similarités avec d'autres sports. Au niveau des contacts, on est relativement proche du rugby, par exemple. Les sports sur patin à roulettes, il y en a d'autres aussi. Je pense au rink hockey, qui est une version sur patin du hockey. Mais il y a une série de choses qui en font un sport assez spécifique, qui ne rentrent pas vraiment dans les clous de ce qu'on appelle sport en général. D'abord, il y a le fait que ce soit un sport de contact qui est d'abord féminin. Les sports qui ne sont que féminins sont quand même en général pas de cet ordre-là. C'est un sport qui trouve son origine dans un milieu féministe, mais aussi avec une culture punk rock et qui trouve son origine dans le mouvement Riot Girl, donc qui est un mouvement féministe lié à un élément culturel, mais aussi à une façon de représenter la féminité de manière plus rebelle et dans une diversité de rôles. Et donc, tout cet ensemble fait que le sport trouve à son origine une volonté de montrer d'autres rôles de genre pour les femmes, de mettre en scène des femmes qui sont agressives, qui sont combatives et qui sont donc tout à fait capables de se mettre en œuvre dans un sport de contact. Corollairement à ça, c'est un sport où on va trouver et valoriser une très grande diversité de corps, de gabarits. Donc il n'y a pas du tout un gabarit idéal pour jouer au roller derby. Et cette diversité-là va vraiment être mise en avant et célébrée. Et oui. Donc on peut très bien être très grande et trouver un avantage parce qu'on va avoir des longues jambes pour passer plus facilement, ou être petite et fluette et pouvoir se faufiler, ou être massive et grosse et pouvoir du coup donner des coups qui sont plus puissants ou faire davantage d'obstacles sur le terrain. Donc vraiment la diversité des corps y est très célébrée. Mais c'est aussi un milieu où on célèbre une diversité de sexualité. L'hétérosexualité n'est vraiment pas la norme dans le roller derby et c'est un aspect qui est beaucoup mis en avant et qui est très fort défendu par la pratique. Et enfin, un autre élément important, c'est la dimension d'autogestion. Donc dans son origine et encore maintenant, c'est un sport qui se pratique en autogestion, ce qui veut dire que, ce que j'entends par là, c'est que dans les réglementations, les conseils d'administration, les organes de décision d'un club doivent être composés à 2/3 de joueurs et joueuses. Donc ça oblige à être partie prenante de l'organisation sportive et pratique d'un club. Et ça amène aussi évidemment des grosses contraintes en termes de temps, d'organisation. Mais ça permet aussi une forme d'autonomie et de prise de décision autonome. Donc cette autogestion, elle est liée au fait que c'est un sport qui se développe volontairement en dehors des sportifs traditionnels et qui continue à être un peu plus intégré, mais quand même en tension par rapport à ces structures-là. Pourquoi ? Parce que, on l'a déjà mentionné dans d'autres interventions, les institutions sportives sont quand même souvent des lieux de pouvoir masculin, mais aussi des lieux où on reproduit une norme, une masculinité hégémonique dans le sport. Et donc, il y avait cette volonté de pouvoir avoir une évolution sportive, mais de manière autonome vis-à-vis de ces structures-là. Mais il y a néanmoins un organe régulateur qui a été créé, qui s'appelle la WFTDA, pour le roller derby féminin. Et donc, c'est à cet organe-là qu'on doit l'élaboration et l'uniformisation des règles qui sont régulièrement remaniées parce que le sport est relativement récent, qui date des années 2000 dans sa version moderne, donc il y a des remaniements réguliers. Mais c'est surtout à cet organe qu'on doit le maintien de la ligne militante et des principes militants du roller derby. Donc j'ai mentionné parmi ces principes la défense de la diversité de corps, mais aussi c'est un principe de non-discrimination tout à fait général. Donc la garantie de ne discriminer sur aucune base, que ce soit couleur de peau, pratique religieuse, sexualité, même identité de genre, enfin voilà,
l'adhésion à cette fédération, enfin, à la WFTDA, oblige à garantir cela. Et alors, il y a un élément qui est assez révolutionnaire par rapport notamment à l'intervention d'Anaïs Boyon sur la binarité dans le sport, c'est que dans le roller derby, ces réflexions-là ont été entamées de longue date. Et en 2015, il y a la publication d'une politique de genre, un gender statement, qui est le fruit d'une longue réflexion, mais la version en 2015 est la plus aboutie, donc qui est un principe qui garantit la non-discrimination de genre, donc, qui se formule par la possibilité de jouer dans une équipe dite féminine à toute personne transgenre, à toute femme qui serait intersexuée ou hyperandrogène, à toute personne non-binaire ou au genre fluide, pour autant que cette personne estime que le roller derby féminin est la version du sport qui lui convient le mieux. Donc on va trouver dans des équipes dites féminines des femmes trans, des hommes trans, des personnes non-binaires au genre fluide et évidemment aussi des femmes cisgenres. Donc c'est basé sur l'autodétermination de genre et le libre choix. Et alors évidemment, en lien avec ça, il n'y a aucun contrôle qui sont faits. On estime juste que dès le moment où une personne se sent plus à l'aise de jouer dans telle ou telle équipe, c'est la seule chose qui importe. Et donc tout ça va être garanti par des principes de neutralisation, par exemple, des règles. Les choses ne vont pas être mises au féminin automatiquement. On va demander les pronoms des joueurs et joueuses en début de match, par exemple. Donc voilà un élément qui fait de ce sport quelque chose qui continue à être militant, qui continue à réfléchir sur ses propres pratiques. Par contre, je parle toujours d'équipes dites féminines. Ah oui, voilà le gender statement que j'ai laissé en anglais parce qu'il est plus clair comme ça. Je pense que c'est un peu long à lire. Et donc je parlais d'équipes dites féminines et on a face à ça des équipes dites masculines qui peut donner l'impression qu'on est quand même, malgré tous ces beaux principes, dans un ordre un peu binaire et ça peut sembler aussi un peu absurde de garder cette division. Il se trouve que la MRDA, donc, qui est le pendant masculin, c'est l'association masculine de roller derby qui chapeaute le sport au niveau mondial aussi, ont un gender statement qui est tout à fait similaire et qui amène les mêmes principes et les mêmes conclusions. Il se trouve que dans la pratique masculine, on trouve malgré tout une moindre diversité de genre. Le fait est que, semble-t-il, les personnes au genre minoritaire, donc non-binaires, trans, vont quand même moins vers la version masculine du sport. Et on voit aussi que la gestion politique est plus difficile à mettre en œuvre du côté masculin, notamment il y a des problèmes d'agression sexuelle qui sont difficiles à traiter. Donc, mine de rien, malgré le fait que la version masculine du roller derby hérite des principes initiaux, l'hégémonie masculine reste quand même quelque chose qui contredit et qui rend difficile la mise en œuvre de ces principes politiques. Donc la ligne de fracture, elle se fait plutôt sur des aspects culturels que sur finalement le genre proprement dit. Donc voilà pour le roller derby. Alors je voulais présenter aussi l'autodéfense féministe, qui est ce que je définis l'autodéfense féministe comme un ensemble de techniques qui vont permettre de former les femmes et les minorités de genre à réagir aux violences spécifiques dont elles sont victimes. L'autodéfense féministe s'inspire des arts martiaux, en particulier du jiu-jitsu, qui vont se décliner en 3 méthodes qui sont le Seito Boei, le Femdoshi, le Wendo, qui sont des applications spécifiques d'autodéfense féministe à partir du jiu-jitsu. Elle trouve son origine dans la première vague féministe, c'est-à-dire au tout début du XXe siècle, ce qu'on oublie parfois aussi. Donc c'est vraiment des pratiques anciennes qui ont eu vraiment le temps de se perfectionner. Alors on a certaines pionnières, je vous ai mis tout en bas la photo de Edith Garud, qui est une Britannique qui a créé toute une technique et une société de défense dans le cadre du mouvement des suffragettes. Alors, pourquoi autodéfense féministe je ne suis pas du tout sur le bon flag. Pourquoi autodéfense féministe? Quelle est la distinction vis-à-vis de l'autodéfense tout court? C'est évidemment essentiellement l'approche politique et l'approche militante qui va faire la différence. C'est que dans l'autodéfense féministe, on effectue une analyse politique, une analyse en termes de genre de la violence. Donc c'est une lecture systémique qui envisage la société comme un système global
où les violences dont sont victimes les femmes et les minorités de genre sont analysées comme étant le produit d'une certaine socialisation, que cette socialisation, celle des hommes comme celle des femmes, va produire des relations de pouvoir et donc créer des situations spécifiques. Alors évidemment, cette violence, on considère qu'elle s'exprime de manière physique, mais aussi de manière symbolique et de manière verbale, et donc l'autodéfense féministe essaie de s'attacher à tous ces aspects-là. Et évidemment, la prise en considération du systémique, elle amène aussi à prendre en considération le fait qu'il n'y a pas que les violences sexistes, il y a évidemment aussi toute une autre série de violences qui peuvent s'exercer sur les personnes, comme la violence raciste, les violences économiques, de classe, etc. Et donc, on trouve une analyse plus complète face à une autodéfense plus commerciale qui souvent est beaucoup plus restrictive en termes d'approche des violences et qui s'en tient souvent à un cliché un peu de l'agresseur dans la ruelle sombre, alors qu'en fait on sait quand on analyse les situations que les femmes sont très très majoritairement agressées dans l'espace privé par des personnes qu'elles connaissent. Donc l'autodéfense féministe essaye de prendre en considération les réalités et tous les apports féministes à cette lecture-là. C'est une pratique qui peut sembler, enfin qui est physique, mais pas que, et qui peut sembler être proche d'un sport. J'ai mentionné la proximité avec certains arts martiaux, mais l'autodéfense féministe se défend d'être un sport, justement. Notamment parce qu'il y a un refus de la compétition, de la compétitivité. L'idée, c'est de développer des pratiques, des capacités pour soi, mais pas dans une idée d'amélioration constante, même si on peut s'améliorer, mais c'est avant tout de se mettre en sécurité qui est l'objectif. C'est un sport qui justement, c'est pas un sport, c'est une pratique qui se veut accessible à toute personne, quelle que soit la condition physique. Et donc toutes les techniques peuvent s'adapter, peu importe l'état de la personne, que ce soit une personne en situation de handicap ou avec une mobilité réduite, ou voilà, tout peut s'adapter. Et donc il y a une volonté de ne pas créer de distinction à ce niveau-là. Et alors les techniques ne sont quand même pas que physiques, comme je le mentionnais, il y a aussi des techniques verbales, mais aussi des techniques mentales, donc de mise en condition et d'apprentissage mental. Et donc, la dimension politique se traduit au niveau individuel, mais évidemment surtout au niveau politique. Donc, on veut dépasser une action qui s'en tiendrait au niveau individuel en amenant cette prise en compte collective, mais aussi en cherchant à agir à un niveau supérieur, à un niveau plus macro, à agir sur la société et sur les rapports de genre. Alors individuellement, ce qui va changer, c'est que les personnes vont acquérir des moyens de réagir aux agressions, mais aussi, et c'est pas du tout mineur, c'est aussi des moyens d'identifier ce qu'est une agression. J'ai élaboré un petit peu là-dessus aussi, parce que c'est pas toujours évident finalement d'identifier ce qui est une situation d'agression. Et alors collectivement, l'objectif, ça va être d'aller contre la représentation de vulnérabilité physique des femmes, qu'elles ont d'elles-mêmes, mais qui est aussi projetée sur elles par la société, et de s'approprier la violence qui est souvent exercée sur elles, et en fait de répondre, de pouvoir dire qu'on est tout à fait en droit et en mesure de s'approprier cette violence et de la retourner contre l'agresseur. Donc on est vraiment, on le voit dans le contre-pied d'un militantisme pacifiste, anti-violence, qui a pendant longtemps été attaché au genre féminin. L'idée ici, c'est vraiment de légitimer l'usage de la violence pour se défendre, mais aussi de légitimer son propre ressenti. Dès le moment où une insécurité est ressentie, c'est une forme de violence, et donc il est normal et acceptable de se défendre. Donc voilà pour l'autodéfense féministe. Alors j'en viens aux pratiques drag king. Donc là aussi, c'est peut-être un petit peu moins connu. Alors, si on voulait faire très très simple, on pourrait dire que les drag kings sont l'inverse des drag queens. Donc c'est une pratique qui consiste à incarner un personnage d'apparence masculine au moyen d'artifices, maquillage, ajout de pilosité, comme on le voit sur les photos, ajout d'orthèses, et aussi le fruit d'un travail gestuel, un travail de posture, un travail vestimentaire. Donc je disais que je ne veux pas m'en tenir à une description trop simpliste qui serait ce sont des femmes qui se transforment en hommes, parce qu'en fait c'est une pratique qui précisément
refuse ce genre de simplification binaire. L'idée est plutôt de proposer une trajectoire, quelque chose qui va troubler la binarité des genres et l'ordre des genres, et de créer des fictions, de créer des propositions au sein de cette constellation de genres. Alors, le travestissement masculin existe dans plein de sociétés, existe de tout temps, avec des couches de signification assez différentes. Je vous ai mis quelques exemples ici, je ne vais pas avoir beaucoup le temps de développer, mais c'est pour indiquer que en soi, ce n'est pas neuf, et généralement, ce travestissement masculin va permettre d'être un subterfuge pour accéder à des privilèges et pour subvertir une série d'ordres d'autorité, que ce soit l'ordre hétérosexuel, donc parfois resimuler une hétérosexualité de façade pour permettre à un lesbianisme de s'exprimer, de contrer un ordre de genre et de montrer qu'il existe en fait des possibilités plastiques et un au-delà de la binarité, ou de contrer un ordre du pouvoir, donc d'accéder à des privilèges en termes d'héritage, de gestion de son propre argent, du pouvoir politique aussi, dans certains cas, du pouvoir culturel ou militaire. On connaît des personnes, des femmes qui étaient assignées femmes et qui ont passé leur vie sous une apparence masculine pour pouvoir accéder à une carrière militaire, par exemple. Alors, la pratique drag king contemporaine, comme on l'entend aujourd'hui, elle apparaît en 1989-1990, donc c'est quand même relativement récent, surtout vis-à-vis du pendant drag queen qui est beaucoup plus ancien. On a, à cette époque-là, vous voyez tout à droite un drag king assez connu qui s'appelle Elvis Earth Elvis, qui a popularisé la pratique, mais surtout les ateliers qui sont proposés par Johnny Science, que vous voyez tout à gauche, et par Diane Thor, qui est au milieu, donc qui se sont rencontrés, qui proposaient des ateliers où les personnes pouvaient se transformer en drag king pour une journée et expérimenter ce que ça faisait, essentiellement en termes de privilèges. Et la notion, la pratique SM à partir de là, surtout dans les bars lesbiens, et puis se popularise dans le courant des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Alors, on trouve dans la pratique drag king plusieurs dimensions qui sont importantes et qui vont être présentes à des degrés divers en fonction du type de pratique qu'on effectue, que ce soit monter sur scène ou faire un atelier de sensibilisation à une occasion. Donc, il y a différentes façons de l'effectuer, mais il y a des significations qui sont présentes à des degrés divers. Alors, une dimension qui est importante, c'est que la pratique drag king est une pratique qui est militante aussi, qui veut démontrer le genre comme une construction sociale, et qui est quelque chose de genre qui se performe. Hein, vous entendez bien l'héritage de Butler dans cette idée-là. Donc, on peut expérimenter une forme de liberté vis-à-vis de cette assignation, et donc on peut aussi essayer une autre identité et voir ce que ça amène en termes de liberté par rapport aux normes sociales, surtout quand on est une personne assignée femme à l'origine et qu'on connaît des contraintes sociales et des rapports de pouvoir plus importants. Alors, un deuxième élément, c'est l'élément d'expérimentation. C'est le fait de pouvoir jouer avec les identités de genre et d'évoluer et d'essayer des choses en fait en la matière. Et ça permet notamment de répondre à des questions, des interrogations sur la transidentité, par exemple, la non-binarité, la fluidité de genre. Donc, il y a évidemment une distinction à faire, et les ateliers drag king la font toujours très clairement. Le transformisme drag king, c'est une transformation temporaire à but de spectacle ou à but ludique. Ce n'est pas la même chose que la transidentité, donc le fait d'être une personne trans et d'avoir un genre qui n'est pas celui qu'on nous a assigné à la naissance. Mais par contre, les pratiques drag king restent quand même des ports d'entrée et des milieux qui permettent ces questions-là, qui permettent de les aborder pour des personnes qui sont en questionnement. La troisième dimension dont je voulais parler, c'est le lien à la sexualité. Je vous ai parlé dans l'histoire de la pratique drag king du lien avec les milieux lesbiens. C'est quelque chose qui va être peut-être plus représenté dans les performances scéniques, mais qui reste important, notamment aussi le fait de pouvoir, à travers cette image masculine, le fait de pouvoir montrer une sexualité peut-être plus agressive éventuellement, de jouer le stéréotype du drag king dragueur qui va multiplier les conquêtes.
qui sont en fait des petits subterfuges qui rendent plus acceptable une certaine expression sexuelle. Et enfin, la quatrième dimension, qui est souvent oubliée, mais qui me paraît assez importante, c'est le jeu ludique et humoristique. C'est vraiment l'idée que ce soit un jeu. Et cet aspect-là permet de dédramatiser et d'aborder plus facilement toutes les autres dimensions que je viens de mentionner. Alors voilà pour la présentation des 3 pratiques et des 3 terrains que j'étudie. Je vais essayer maintenant de proposer une approche du cadre théorique avec lequel je travaille. J'ai d'abord eu des difficultés, j'ai beaucoup tâtonné dans mon cadre théorique sur une approche sociologique, anthropologique du corps. J'étais beaucoup frustrée parce que j'ai l'impression que le corps était souvent dans la théorie quelque chose qui était abordé de façon externe, comme quelque chose qu'on observe de l'extérieur, qui est porteur de signification et d'un tas de choses importantes, mais qu'on va surtout observer comme justement quelque chose qui est porteur de sens, mais pas comme quelque chose qu'on vit de l'intérieur. Ou alors chez d'autres auteurs, autrices très importantes, je pense notamment à Butler ou à Foucault, qui ont écrit des choses passionnantes sur les corps, mais qui sont des corps, chez eux, abordés toujours de manière discursive, donc comme quelque chose qui est produit par la société, qui est produit par le discours, mais qui sont finalement des pures constructions, et le côté matériel du corps échappe toujours un peu à ces auteurs-là, peut-être aussi avec les craintes d'essentialisation, de trop lier un corps à une identité. Donc voilà, c'était des choses qui m'ont frustrée, et j'ai finalement trouvé des réponses qui m'intéressaient beaucoup dans la phénoménologie, dans la théorie féministe qui propose une certaine approche phénoménologique aussi, dans une approche interactionniste. Et en fait, j'ai retracé le chemin, sans vraiment le savoir, d'un courant qu'on appelle le néomatérialisme, donc qui veut aborder de manière critique comment les constructions sociales que sont le genre et le rapport de pouvoir produisent des corps, mais aussi comment les corps et la dimension matérielle de ceux-ci ont un impact et une influence sur le social. Alors j'en reviens à la phénoménologie, je vais essayer d'en donner très rapidement les principes de base. Donc l'idée de la phénoménologie, c'est de replacer la perception comme étant l'origine de la connaissance. Donc c'est parce que nous percevons le monde et l'environnement autour de nous que nous pouvons développer des connaissances qui vont aller vers une forme d'abstraction. Donc notre corps est vraiment un pivot central qui permet d'accéder à des formes de savoir et de connaissances. Donc ça me paraissait être une approche vraiment intéressante. Alors le corps est forcément dans ce cadre-là, il fournit une possibilité, mais il a aussi des limitations. Le corps est toujours situé dans un environnement spécifique avec des capacités spécifiques, donc la connaissance, la perception ne sont pas illimitées, elles sont dépendantes de cette situation. Même si cette situation est évidemment mobile, on peut augmenter son approche, on peut développer des compétences qui améliorent la perception. Donc évidemment, tous ces apprentissages vont complexifier le rapport de connaissance et le rapport qui se développe entre le corps et l'environnement. Donc on peut considérer que chaque corps a cette perspective spécifique. Chaque sujet qui perçoit le monde est incorporé, donc la phénoménologie va être en opposition à la vision cartésienne de l'esprit et du corps comme deux choses scindées. Au contraire, ici, il y a cette idée qu'il y a une incorporation du sujet. Donc la perspective propre, j'en ai parlé aussi, mais par contre, on constate dans notre vie en société que tous les corps et donc tous les sujets n'ont pas la même position sociale, et la société ne laisse pas une place similaire à tous les corps. Donc évidemment, les sujets qui ont un corps considéré comme non normé dans un cadre social vont avoir une place qui est plus réduite et développer une appréhension spécifique de leur environnement à partir de là. Alors, ce qui se produit, c'est qu'en fait, quand on a un corps non normé, un corps qui va être considéré comme handicapé, comme inacceptable parce que gros, ou même un corps féminin, en fait, on évolue dans le monde avec des obstacles. Dans le cas des femmes, cet obstacle, c'est l'objectivation. Dans le cas des personnes handicapées, c'est le fait que l'environnement n'est pas adapté à leur corps et à leur façon d'évoluer. Donc, ces obstacles, en fait, vont
être une limitation dans le fait dans la subjectivation, dans le fait de devenir un sujet qui est plein et autonome. Et ces obstacles, en fait, nous ramènent à notre corporéité en permanence. Donc, nous obligent toujours à nous percevoir comme corps, alors que quand on fait partie des catégories plus dominantes, on a le loisir d'oublier le corps dans nos opérations de perception et d'interaction avec le monde au quotidien. Nos activités courantes nous permettent d'oublier le corps parce que les choses vont de soi et qu'on ne pense pas qu'on respire, on ne pense pas qu'on doit marcher, prendre le métro, par exemple. Ce sont des choses qui sont normalisées et où on peut finalement oublier ces opérations corporelles. Or, quand on est en situation minoritaire, finalement, on est toujours renvoyé à notre corporéité. Et donc, moi, je m'attache plus spécifiquement au cas des rapports de pouvoir de genre. Donc, le fait d'être une femme et donc d'être considérée comme un objet, c'est ce que j'appelle objectivation, ça oblige à être toujours en conscience des regards qui sont portés sur soi, et ces regards sont intériorisés. Alors, c'est pas pour rien que je vous ai mis cette image de cette actrice qui, dans son rôle en tout cas, est très sexualisée et qui est vraiment l'objet de regard. Donc, on intériorise ce regard. Et les phénoménologues féministes vont conclure que ça mène à un inachèvement du corps, le fait de ne pas pouvoir mener les capacités du corps à leur pleine capacité. Et donc d'avoir un corps qui est inhibé, qui est morcelé aussi, qui est toujours perçu par morceaux fonctionnels, dysfonctionnels. Donc c'est vraiment les conséquences d'un corps objectivé, qui est comme le corps féminin. Alors à partir de là, j'essaie d'élaborer des hypothèses préliminaires. Donc j'essaie de considérer que dès le moment où on a le loisir de modifier son corps et ses capacités, on modifie aussi forcément ses perceptions, ce qui amène un rapport au monde différent. Donc ça permet de le complexifier, comme je l'ai dit. Donc ça permet de concevoir aussi que à ce moment-là, le rapport à soi peut évoluer également, puisque si ce rapport au monde se complexifie, la façon dont on se perçoit soi se complexifie aussi. Et donc, il y a évidemment une possibilité d'évolution et de modification des rapports de pouvoir dès le moment où on a cette possibilité de modification. Donc, le sujet incorporé est toujours en évolution, puisque le sujet et le corps évoluent en permanence. Donc, il y a cette idée que c'est un processus qui évolue de manière dynamique tout au long de la vie. Et le troisième élément, c'est que j'établis que le contexte militant, surtout quand il s'agit d'un contexte militant qui travaille la question du genre, qui produit une lecture spécifique de ce qu'est le genre, comme une construction sociale, comme une dynamique de pouvoir, mais aussi comme quelque chose qui est malléable et sur lequel on peut jouer, sur lequel on peut être créatif. Ce contexte militant va forcément aussi influencer le processus d'incorporation et de rapport au monde, et peut proposer des options créatives et des options d'empouvoirment à ce sujet-là. Donc, ce que j'essaie d'établir dans mes terrains, c'est qu'il existe un dispositif de travail sur soi. Donc, c'est quelque chose qui est pas forcément conscient au sein des terrains, mais le travail sur soi, c'est vraiment une manière d'évoluer, de faire activement évoluer son rapport à soi, son rapport au corps. En l'occurrence, ce travail sur soi, ici, il passe beaucoup par des aspects corporels, mais pas uniquement, puisque, comme je le disais, le corporel, l'identitaire, le subjectif, l'émotionnel sont vraiment en interaction permanente, et c'est cette interaction qui produit le soi, finalement. Et donc, ce que j'essaie de déterminer comme constante dans ce dispositif, c'est qu'on avait évidemment, d'une part, des apprentissages techniques, ce qu'on peut mettre en parallèle avec les techniques du corps établies par Mauss, donc des techniques qui vont passer par des artifices, par un développement musculaire, par un développement de l'endurance, par exemple, dans le cadre du sport, par des enchaînements qui vont devenir naturalisés. Donc, ils sont un ensemble de techniques qui donnent des capacités supplémentaires au corps.
Dans le roller derby, par exemple, pour exemplifier un petit peu, on a le développement d'un habitus sportif, le corps se modifie, évidemment, devient plus musclé, plus endurant, et de ce fait-là, il va aussi se distancier des canons esthétiques de ce qu'on considère généralement comme beau pour le genre féminin, ou revaloriser des choses qui étaient considérées comme des défauts, comme des grosses cuisses, comme le fait d'être fluette ou d'être trop large d'épaule, par exemple, qui deviennent finalement des lieux de compétence dans le corps. Dans l'autodéfense féministe, le développement, c'est celui d'augmenter les options qui sont disponibles dans le cadre d'une agression. Donc, au lieu d'être pétrifié par manque d'options disponibles, au contraire de fournir des possibilités. Et aussi de développer une meilleure connaissance des effets de la violence sur son propre corps, mais aussi sur le corps d'autrui. Et dans les pratiques drag king, ces techniques vont permettre de découvrir la plasticité de sa propre apparence, donc de montrer qu'en fait, à partir d'un duvet que tout le monde, enfin que les personnes assignées femmes vont avoir sur le visage, par exemple, on peut, avec un petit peu d'artifice, montrer que ce duvet se transforme en barbe, par exemple, donc montrer que finalement le corps est très plastique et que des éléments qui sont considérés comme genrés sont finalement aussi très mouvants et dépendent d'une interprétation. Et dans les pratiques drag king aussi, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment la transformation, elle est assez rapide, mais qu'elle a des effets sur le temps long où les personnes vont peu à peu, dans leur identité, leur vie de tous les jours, développer des changements sur le temps long, notamment en changeant de posture par exemple, ou en ayant à disposition des possibilités d'avoir des postures plus affirmées et plus sûres de soi. Alors, ce sont des techniques, comme je le disais, qui ne sont pas que corporelles, mais qui amènent aussi un travail émotionnel, donc un remaniement de la façon dont on perçoit nos émotions, dont on peut les exprimer. C'est vraiment un recalibrage qui se fait. Donc, c'est comment on lit ces émotions, comment on les exprime et comment on les interprète surtout. Dans le roller derby, ça va être le rapport à l'agressivité, par exemple. Déjà découvrir qu'on a une agressivité et qu'on peut la gérer et que c'est quelque chose de tout à fait acceptable. Dans l'autodéfense, il y aura cette idée de légitimer son inconfort, son sentiment d'insécurité et de trouver que c'est tout à fait... voilà, que c'est inacceptable en fait de se voir infliger une insécurité. Et donc, au lieu d'être dans la crainte, le fait qu'une agression génère de la crainte est reformulé dans le fait qu'une agression est considérée comme une intrusion et donc comme quelque chose d'inacceptable et donc peut, au lieu de générer de la crainte, générer de la colère et une réaction. Donc c'est ce qu'on appelle vraiment le travail émotionnel, où il y a une resignification de ces processus émotionnels. Et dans les pratiques drag king, c'est une expérience du privilège d'incarner une identité masculine, et donc généralement ça permet aussi d'expérimenter tout ce qui va avec le privilège, donc c'est-à-dire un sentiment de légitimité, le fait de pouvoir occuper plus de place, le fait de se voir écouter davantage, de se voir plus vite servi au bar. Donc c'est des sentiments de légitimité qui peuvent aussi et de confiance qui peuvent se développer. Et enfin, évidemment, le dispositif joue beaucoup sur l'identité. Donc, à plus ou moins long terme, ce sont des pratiques qui vont amener une transformation identitaire avec des degrés et des nuances qui sont différentes. Mais dans le roller derby, on constate par exemple que c'est un milieu qui étant gay-friendly, trans-friendly, va favoriser les coming-out. On va avoir pas mal de coming-out trans ou homosexuels. C'est aussi un milieu qui va offrir l'accès à une diversité de féminité, de montrer que la féminité n'est pas forcément douce et élégante, mais peut aussi revêtir des aspects combatifs, agressifs. Dans l'autodéfense, la progression individuelle, enfin, moi j'ai suivi des cours qui étaient en mixité choisie, mais il y a plusieurs formes de mixité de genre qui sont proposées dans l'autodéfense féministe. Mais souvent, voilà, cette prise en compte de la dimension genrée des agressions montre l'effet des statistiques qui est que l'agresseur généralement est masculin. Donc il y a évidemment un effet d'identité collective qui fait bloc face à ça, qui détermine aussi l'idée qu'être une femme ou une minorité de genre, c'est d'une part courir un risque plus élevé d'agression, mais le travail qui va être fait là-dessus, c'est que être une femme ou une minorité de genre, c'est aussi être tout à fait capable de résister à cette agression grâce à la formation.
Et l'identité de genre du côté drag king, c'est assez évident aussi, sur cette ouverture par rapport à des questions de non-binarité, de transidentité, mais aussi de proposer un autre regard, comme je le disais, sur les attributs genrés, sur ce que c'est finalement ces marqueurs de genre qu'on perçoit, sur le fait qu'ils sont tout à fait malléables et ils ne sont pas toujours là où on le pense. Et donc, il est tout à fait possible d'exprimer une créativité. Et j'en viens, je pense qu'il est grand temps à ma conclusion. Donc, à cette étape-ci de ma thèse, les éléments de conclusion que je peux émettre sont que ce sont des pratiques qui permettent de réécrire les scripts corporels, donc d'ouvrir les scénarios disponibles pour les pratiquants et pratiquantes, donc de développer des compétences bien sûr, mais surtout de reconfigurer et de proposer davantage d'options dans les interactions sociales, surtout quand ces interactions sociales font appel à des rapports de pouvoir genrés. C'est évidemment des pratiques qui vont permettre et normaliser le fait de cheminer au sein des identités de genre, donc pas forcément dans une option binaire, mais sur le fait qu'on peut incarner plusieurs types de féminité, plusieurs types de masculinité, qu'il n'existe pas que ces deux options binaires et qu'on peut tout à fait cheminer au sein de cette constellation. Et enfin, je conclus sur le fait qu'il s'agit de nouvelles formes d'engagement. Les pratiques individuelles, de loisirs, culturelles ou sportives ont beaucoup été critiquées et décriées dans les analyses politiques du militantisme comme étant des pratiques superficielles qui sont déconnectées du travail politique ou qui ne produisent pas de savoir politique. Or, ici, j'établis qu'en fait, on a une continuité réelle entre l'activisme politique lié au genre et ces pratiques qui sont centrées sur un travail sur soi et avec cette prépondérance du corps, et qu'en fait la transformation de soi va être un préalable au changement social, en particulier en termes de genre. Donc voilà, j'en ai terminé ici, j'espère que c'était à peu près clair et je suis prête pour les questions. Voilà, merci Madame Aromat. Oui. Pour votre intervention. Nous allons vous soumettre les questions que votre exposé a fait naître. Je pense qu'il y a un petit problème de son. Ça résonne. Espérons que ça va aller mieux. Ça résonnait, désolée. Avant, je voudrais juste préciser, avant de passer aux questions, je voudrais juste préciser à l'attention du public qu'on a eu il y a une petite erreur dans le programme et qu'on a en fait 30 minutes d'avance sur ce qui est annoncé sur le site du MUMONS. Voilà, et maintenant on peut passer aux questions. Voilà, les questions qui me sont arrivées. La première question est une question qu'on se pose quand on ne connaît pas le roller derby ou quand on le connaît très peu. Est-ce que l'image donnée par les séries ou les films américains du roller derby est-elle cohérente par rapport à la réalité ? Comme toutes les fictions, évidemment, il y a une forme d'exagération. Après, il y a des fictions qui ont été plus fidèles que d'autres au roller derby. Il y a un film qui a beaucoup popularisé la pratique, qui est Bliss, un film de Drew Barrymore avec, j'ai oublié le nom de l'actrice principale, mais qui montre très bien l'esprit du roller derby. Par contre, au niveau sportif, c'est pas du tout correct. Les techniques qui sont montrées sont illégales, voilà. Mais par contre, au niveau de l'esprit, ça correspond pas mal à ce que c'était à une époque aussi. J'ai parlé de l'ancrage un peu punk du roller derby. C'est quelque chose qui tend un petit peu à s'atténuer. Ça reste important dans la culture, mais on va plutôt retrouver ça maintenant dans des éléments comme les derby names, donc c'est les pseudonymes que les joueurs et joueuses choisissent, qui sont censés être impressionnants, basés sur des jeux de mots, etc. Mais par contre, dans les tenues des athlètes, on est plutôt sur des choses assez classiques de nos jours. Or, les séries télé aiment bien continuer à montrer le côté barésie, etc. Bon, il n'y a rien de mal à ça, mais c'est parfois aussi enfermant, parce que je trouve que les personnes sont tout à fait libres de se vêtir comme elles le souhaitent. Mais par contre, quand on ne montre que le côté hyper sexualisé du roller derby, on cache aussi en fait toute la dimension politique qui se trouve derrière. Or, c'est une sexualisation des joueuses qui voulait échapper à ce qu'on appelle le male gaze, donc au regard masculin. C'était plutôt une réappropriation de ces codes-là pour soi, mais pas pour séduire en fait. Merci.
Alors, une autre question, est-ce que ces pratiques sont réservées à un public adulte ou bien pourraient-elles être proposées plus tôt, par exemple l'autodéfense féministe chez les adolescentes, ou est-ce qu'elles pourraient même être adaptées à un public encore plus jeune pour sensibiliser les enfants au rôle genré? Alors l'autodéfense, moi j'ai suivi essentiellement l'association Garance, qui est une grande référence en la matière, qui propose des ateliers aux enfants avec différentes formes de mixité. Donc il y a parfois des ateliers filles et garçons, il y a parfois des ateliers que pour les filles, avec des tranches d'âge qui peuvent être établies, adolescentes ou moins de 10 ans, etc. Donc ça existe. Et c'est même très important puisque les enfants sont dans une double vulnérabilité, évidemment, vis-à-vis des risques de violence. Donc oui, et effectivement, et ça fonctionne très bien, ça permet justement d'amener cette modification de la socialisation le plus jeune possible. Pour le roller derby, à l'origine, c'était un sport d'adulte. Il y a maintenant une version du sport avec des contacts beaucoup plus réglementés, beaucoup plus réduits, qui sont possibles pour les jeunes, mais il y a en Belgique, je pense, 2 ligues qui proposent des sections enfants, parce qu'évidemment, c'est plus difficile à mettre en place au niveau coaching, assurance, etc. Mais c'est très encadré et enfin, voilà, pour les enfants qui le pratiquent, c'est vraiment chouette. Et alors, c'est mixte, c'est entièrement mixte pour les enfants. Et les pratiques drag king, par contre, étant donné le lien avec la dimension de sexualité, c'est pas trop conseillé aux enfants, même si, par contre, les rencontres entre drag king et enfants sont toujours très chouettes pour justement questionner ces questions d'apparence, de genre et de rôle de genre. Ok. Une autre question qui est l'autre pendant, qu'en est-il pour les femmes plus âgées? Elles sont bienvenues dans les 3 pratiques, il n'y a vraiment aucune limitation. Il n'y a pas de limite d'âge supérieure dans le roller derby. Et au contraire, comme c'est un sport récent, et qu'en fait, quand on commence le roller derby, en général, on a plus de 20 ans, enfin, ou plus de 18 ans, on peut le commencer plutôt à tout âge, puisqu'on doit tout apprendre de A à Z. Alors que commencer à 20 ans, 30 ans, 40 ans à faire du basket, c'est parfois un peu plus compliqué parce qu'on est avec des gens qui en font depuis l'enfance. Ici, comme c'est un sport plutôt récent, il n'y a aucun prérequis. Par contre, évidemment, si on veut monter en niveau, en compétition, évidemment, il faut, enfin, comme toujours, il faut que le corps le permette, mais il n'y a pas de limite supérieure. Et pour les autres pratiques non plus. Pour l'autodéfense, il existe aussi des groupes d'âge, mais a priori, un cours normal, entre guillemets, d'autodéfense est ouvert à tout âge. Mais pour les personnes qui se sentiraient plus vulnérables en raison de leur âge, je sais que Garance organise des ateliers pour les personnes de plus de 50 ans, par exemple. Et alors pour les pratiques drag king, il n'y a absolument aucune limite, évidemment. Ok, alors une autre question. Vous nous avez parlé du male gaze, du regard masculin dominant jusqu'à présent, mais quelqu'un dans le public me fait remarquer que actuellement, depuis MeToo, on est plutôt dans le female gaze. Ça dépend ce qu'on entend par là. Female gaze, en fait, c'est en général dans les milieux militants féministes, ce qu'on entend par là, c'est une version positive, en fait. C'est de dire, en fait, on manque d'un regard féminin sur la société ou dans les milieux artistiques aussi. Et donc, il faut favoriser ce regard-là aussi, qui est voilà, un regard spécifique sur la société dont on manque en général. Par contre, si on veut entendre female gaze comme étant quelque chose d'aussi oppressant et quelque chose d'objectivant comme peut l'être le male gaze, non. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce que j'entends. Enfin, voilà, c'est pas ce que j'entends par là. Pour moi, le female gaze, c'est justement le fait d'avoir des réalisatrices qui vont pouvoir proposer un autre regard, par exemple, sur les femmes ou enfin voilà, un pendant plus ouvert, quoi. Alors, j'ai une autre intervention qui me dit « L'association trans que je fréquente insiste sur le fait que les hommes trans ne versent pas dans une agressivité qui serait propre au machisme. Qu'en pensez-vous » Je n'ai pas de position spécifique là-dessus. Effectivement, les hommes trans subissent, enfin ce sont des hommes, donc effectivement ils sont dans ce versant plus privilégié de la société sur l'échelle du genre,
Par contre, dans une société qui reste transphobe, qui reste peu accueillante pour les personnes trans, ils sont du côté dominé. Donc effectivement, on ne peut pas les considérer comme des dominants au même titre que les hommes cisgenres. Donc, par contre, la question de l'agressivité, c'est des questions individuelles sur lesquelles je me prononce pas, mais effectivement, quand on regarde les rapports de pouvoir, on doit toujours regarder évidemment les différentes échelles dans lesquelles on se situe. C'est le principe de l'intersectionnalité que je vais peut-être pas forcément reprendre ici. Alors, peut-être une dernière question. C'est une question qui émane d'une dame qui nous a déjà fait une question posé une question à la première intervention. Donc, la présidente de l'école de plongée subaquatique qui nous dit « À l'écoute de mesdames Gavage et Boyon, je n'ai pas ressenti d'avancée au niveau du féminin. Je l'entends maintenant auprès de vous. Faut-il donc chercher un progrès du côté du féminisme pur et dur ?» Alors, féminisme pur et dur, l'expression m'amuse un peu. D'autant, enfin, moi, j'ai évidemment beaucoup insisté sur les questions de genre parce que c'est une lecture que j'essaye de faire avec mon regard de sociologue. Par contre, dans les pratiques dont je parle, c'est très ludique. Hein, c'est des pratiques qui ont un fond de militantisme, mais qui sont aussi des moments de plaisir. Et donc, ce sont plutôt des pratiques qui vont permettre soit de compléter un militantisme, donc pour des personnes qui sont déjà militantes, qui sont déjà convaincues et qui ont envie d'aligner leurs loisirs et leur travail du corps avec leurs principes militants, soit c'est des personnes qui ne sont pas militantes, qui ne sont pas spécialement sensibles, qui viennent dans ces pratiques pour le côté ludique et qui deviennent éventuellement, mais pas toujours, qui peuvent se sensibiliser à ces questions plus politiques. Donc voilà, je nuance par rapport au côté féminisme dur. Alors, évidemment, tout le monde aussi en fait ce qu'il ou elle veut. On n'est pas obligé de devenir super radicale, militante en faisant ces pratiques-là. C'est des trajectoires personnelles, donc voilà, on en ressort, on en prend un peu ce qu'on veut aussi. Mais c'est sûr que c'est des pratiques émancipatrices qui servent à ça, qui veulent cet aspect-là, d'où l'ancrage militant, féministe, queer. Donc oui, il y a une volonté d'échapper à des structures plus enfermantes. Donc voilà, maintenant, pour nuancer aussi par rapport aux interventions qui m'ont précédée, le sport féminin est le fruit d'une lutte, hein, ça ne va pas de soi, mais ça a quand même beaucoup, et même dans les structures très traditionnelles, ça a quand même été beaucoup un objet d'émancipation, même avec les limites qui sont imposées par les structures, et c'est quand même un lieu d'émancipation pour beaucoup de femmes. Et ça a aussi pu être un lieu d'expression de leur identité, de genre ou sexuelle. Je vous remercie. Personnellement, je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Je vois une question sur la situation, l'expérience personnelle. Oui. Je vais juste dire un mot rapide là-dessus. Moi, c'est ma façon de travailler. Je démarrais d'une expérience personnelle et je me suis mise en situation dans mes recherches en étant en observation participante. C'est une question de méthodologie, c'est pas du tout obligatoire, mais dans une approche féministe d'horizontalité par rapport aux personnes qui échangent leur savoir avec moi, c'était ma démarche. Mais c'est pas du tout. Enfin, voilà, c'est une méthodologie parmi d'autres en sciences sociales. Merci. Merci d'avoir répondu à cette question-là. Merci à vous.